Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme promis, nous voici dans le deuxième épisode de ma série de vidéos en réponse au chef d'état-major des armées, monsieur Fabien Amandon. Dans cette vidéo, je vais traiter de l'absurdité des guerres modernes, du principe de la conscription obligatoire en temps de guerre et de ma propre vision de comment devrait fonctionner une armée. Donc pour commencer, d'où ça nous vient cette histoire de conscription en temps de guerre? Alors il faut savoir que c'est pas si vieux que ça n'a pas toujours existé. En réalité, c'est un principe qui date de la Révolution française. C'est une des nombreuses régressions sociales, sociétales, qui ont eu cours à la suite de la Révolution française. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre vidéo. Parce qu'en fait, ça part du principe que nous sommes en démocratie, et qu'en démocratie, les citoyens ont des droits, ils ont le droit de s'exprimer, de participer aux prises de décision, mais ils ont également des devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a le devoir de servir l'État, voilà, de contribuer en mettant son propre corps à disposition de l'État pour se défendre en cas de conflit. Donc c'est de ça que ça vient, cette histoire de conscription à la base. Sauf que le problème, parce qu'il y a un problème avec cette vision des choses, c'est qu'en démocratie, c'est bien le pouvoir de la majorité. C'est-à-dire qu'au final, les décisions sont prises par une majorité de personnes. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des minorités qui ont une opinion qui s'oppose à celle de la majorité et qui seront lésées dans le processus. Et malgré tout, malgré le fait que leur voix n'est pas entendue, ces personnes-là, qui appartiennent à ces minorités, devront quand même combattre et donner leur vie pour le collectif. Donc déjà ça, c'est problématique. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que comme nous sommes dans un système de démocratie représentative, nos représentants, une fois élus, on constate qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien dire quelque chose dans leur programme au moment de se présenter aux élections et au final faire n'importe quoi une fois qu'ils sont au pouvoir. D'autant plus avec des articles comme le fameux article 49.3 qui permet au gouvernement de faire un peu passer n'importe quelle loi, même si l'Assemblée n'est pas d'accord, etc. Donc vous voyez bien que c'est quand même compliqué, parce que là ça veut dire que littéralement on envoie les Français à la mort, y compris lorsque leurs représentants font des choses pour lesquelles on ne leur a pas demandé leur avis. Donc c'est quand même très problématique. Moi j'ai quand même un problème avec cette idée-là qu'on puisse envoyer de force des gens se battre pour une idée nationale ou ce genre de choses, sans leur demander leur avis, sans leur demander s'ils sont d'accord pour le faire, si c'est leur guerre. En gros, moi je trouve que c'est problématique, cette vision des choses-là. Et d'ailleurs, tout simplement pour une raison très simple, c'est que personne ne demande à naître dans un pays, dans un pays donné à un moment donné. Comment je pourrais dire ça ? En gros, ce système part du postulat que par votre naissance dans un pays et donc l'obtention de votre citoyenneté, vous êtes de la chair à canon par principe. Voilà, que vous êtes né chair à canon, en gros. Et moi, je trouve ça très problématique. Autant les militaires de métier, c'est leur problème. Ils ont choisi de signer un contrat, ils savent très bien à quoi ils s'engagent, et le jour où ils doivent donner leur vie, consentir au sacrifice suprême, on va dire qu'ils pouvaient s'y attendre, et qu'ils savaient pourquoi ils signaient. Mais vous, quand vous naissez, on ne vous demande pas si vous êtes d'accord pour donner votre vie pour la patrie. Et pourtant, le jour où c'est la merde, comme en 14-18, on vous enverra quand même au front. Alors que vous n'avez rien signé, vous n'avez rien demandé. Parfois même, vous en avez rien à faire de la géopolitique et même de la politique tout court. Et on vous enverra quand même mourir au front. Et moi, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Donc voilà. Qu'est-ce que je propose d'autre alors? Parce qu'il y en a qui pourraient me dire, c'est bien beau ton discours, mais le problème c'est alors demain, là, il y a la Russie qui est à nos portes. Elle est à nos frontières, elle est en Alsace, là, ça y est, ils nous attaquent. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de conscription obligatoire? J'ai envie de vous dire qu'on n'envoie que les volontaires. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui se portent volontaires pour aller défendre la patrie, qu'elles y aillent. Que ceux qui veulent faire la guerre fassent la guerre. Mais on n'a pas à forcer des gens qui se sentent éloignés de ces considérations-là à se battre. Alors là, on me dira peut-être, oui, mais si on réfléchit comme ça, si alors il n'y a pas assez de volontaires, du coup, c'est l'invasion, du coup, le pays est envahi et puis il n'y a plus de patrie. Voilà ce qu'on va me dire. J'ai envie de dire, tant pis. Si le pays ne se trouve pas assez de volontaires pour le défendre,
c'est qu'il n'y a plus suffisamment de personnes qui croient encore dans l'idéal que représente ce pays au point de donner leur vie pour cet idéal, pour ce pays. Donc ça veut dire que ce pays, ce régime, ce système ne suscite plus rien de grand, il ne suscite plus d'exaltation. Il n'est plus capable de donner envie aux gens de se battre jusqu'à la mort pour lui. Donc est-ce qu'un tel système mérite de survivre? Est-ce qu'il mérite de se maintenir, de se perpétuer? La question se pose, et moi je réponds à ça par la négative. Dans la nature, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'a plus d'intérêt finit par disparaître. On ne fait pas d'acharnement thérapeutique à essayer de maintenir quelque chose qui ne sert plus à rien. Or, si un système n'est plus capable par lui-même de susciter ses propres forces de défense, ses propres anticorps pour se défendre, eh ben c'est que ce système-là est obsolète, c'est qu'il n'a plus lieu d'être et il doit être remplacé par d'autres forces plus jeunes, plus fortes, qui ont quelque chose de nouveau à proposer. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à forcer la main aux choses. Si un pays vaut vraiment la peine d'être défendu, il se trouvera naturellement des défenseurs. Il n'y aura pas besoin de forcer la chose. Donc c'est un peu ma vision des choses. Moi, je suis partisan d'une armée qui serait conçue pour des hommes libres. C'est-à-dire une armée dans laquelle les personnes qui s'y engagent, déjà une armée faite uniquement de volontaires, donc je pense qu'il faudrait inscrire dans la Constitution l'interdiction de la conscription obligatoire des citoyens en âge de combattre. Je pense que ça devrait être interdit de ne serait-ce que penser qu'on puisse mobiliser quelqu'un contre son gré. Ça ne devrait pas être possible. Et je pense que ça devrait être une armée uniquement de volontaires. C'est-à-dire que dans ma façon de concevoir le monde militaire, il ne devrait y avoir que des combattants volontaires. Voilà. Et même, je vais même encore plus loin, je pense qu'un militaire devrait choisir les missions pour lesquelles il a envie de combattre ou non, et qu'il devrait pouvoir se rétracter à tout moment. C'est-à-dire que par exemple, s'il part sur un théâtre d'opération pour mener une guerre, et qu'il se rend compte en cours de route qu'au final, c'est pas sa guerre, quoi, que finalement il s'est trompé, qu'il a idéalisé la chose et qu'au final, les gentils, c'est pas ceux qui croyaient ou quelque chose comme ça. Et un militaire, dans ce genre de circonstances-là, devrait avoir le droit de se rétracter, de dire écoutez, au final, je suis plus d'accord, j'ai plus envie de combattre, et il rentre chez lui. Voilà, je pense que ça devrait être comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, ce principe-là, je pense qu'il faudrait l'étendre même pour les forces de l'ordre, pour les forces de police, pour la gendarmerie, la police, etc. Je pense que les forces de l'ordre devraient s'engager et avoir le droit de ne défendre, de ne servir que les lois qu'ils choisissent, c'est-à-dire que les lois avec lesquelles ils sont d'accord. Un policier ou un gendarme devrait dire voilà, moi, dans le cadre de ma mission, j'ai envie de faire respecter telle loi, telle loi, telle loi, et pas telle autre loi, telle autre loi, telle autre loi, parce que je ne suis pas d'accord avec celle-ci. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais si on fait ce que tu dis, ça va être le chaos, il y aura plus d'ordre. Non, parce que si les lois sont bonnes, elles se trouveront, encore une fois, suffisamment de volontaires pour les défendre. Une loi qui ne se trouve pas de volontaires ou presque pas de volontaires pour la défendre, c'est une mauvaise loi, empiriquement. Donc, la loi, il faut la supprimer à ce moment-là. Si personne ne se porte volontaire pour défendre une loi, c'est que tout le monde s'en fout. C'est que cette loi, elle satisfait personne. Donc à ce moment-là, pourquoi s'évertuer à l'imposer? À ce moment-là, c'est que la loi est mal faite, c'est que la loi est mauvaise et que personne n'a envie de défendre ça. Donc on la supprime, tout simplement. Donc je pense qu'il faudrait également étendre, comme je l'ai dit, le principe aux forces de l'ordre. Maintenant, pour ce qui est du principe de service militaire, qui est encore un autre sujet, puisqu'on pourrait imaginer que le service militaire, ça implique pas forcément de mobiliser toutes les personnes qui l'ont fait en cas de guerre. Voilà, l'État français actuellement rétablit le service militaire. Pour le moment, il s'agit d'un service militaire volontaire, mais quand même, ça indique quelque chose, puisque le service militaire obligatoire avait été suspendu par Jacques Chirac, et là, du coup, on y revient. On revient tout doucement vers une forme de service militaire. D'ailleurs, on ne sait pas, il finira peut-être par devenir obligatoire ou conditionné, comme à l'époque du pass sanitaire, à comment peut-être que ça deviendra demain une condition, je sais pas moi, pour percevoir les aides sociales ou ce genre de choses. On sait pas comment ça peut dériver, vous savez. S'ils ont besoin de chair à canon, ils trouveront des moyens de mobiliser les gens de toute façon. Mais bon, pour l'instant, c'est service militaire volontaire. Ok, on va partir de ce principe-là. Moi, dans l'idée, je suis pas contre l'idée d'un service civique, on va dire, pour la jeunesse. Mais déjà, pourquoi forcément juste l'armée? Pourquoi que service militaire?
Ça pourrait très bien être aussi un service dans les hôpitaux, ça pourrait être aux côtés des forces de police, ça pourrait être avec les pompiers, ça pourrait être dans des mairies, ça pourrait être avec des associations de protection de l'environnement, ou du patrimoine, ou d'aide aux démunis, ou de protection des animaux, par exemple, ou ce genre de choses. Pourquoi forcément que l'armée? Si l'idée, c'est de faire participer les citoyens à un effort pour le bien commun, au bien collectif, il n'y a pas que l'armée qui contribue au bien commun, il y a plein d'autres choses. Par ailleurs, si on veut former les citoyens au maniement des armes et au monde militaire, là encore, pourquoi pas? Mais par contre, ça ne doit pas être pour former de la chair à canon. Ça doit être, à mon sens, si on forme des citoyens aux techniques militaires, ça doit être un peu comme dans l'esprit du second amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit le port d'armes citoyen. Pourquoi les Américains ils ont le droit au port d'armes? C'est pas pour aller à la chasse, hein. C'est pas non plus pour pratiquer le tir sportif, c'est même pas pour l'autodéfense du domicile, c'est pas ça. L'esprit de la Constitution américaine a été pensé pour que les citoyens puissent se défendre contre leur gouvernement. C'est-à-dire qu'on donne le port d'armes aux gens pour que si demain l'État devient despotique, si demain l'État s'en prend aux libertés publiques, etc., les citoyens sont armés et peuvent tenir tête à l'État. C'est ça l'esprit du second amendement de la Constitution des États-Unis. Maintenant, on peut discuter de la légitimité ou des bienfaits du port d'armes ou non. C'est un sujet complexe. Je ne prétends pas avoir la réponse à ce débat. Il y a plein de problèmes qui se posent au niveau des tueries de masse, ce genre de choses. C'est une autre question, c'est pas le problème. Mais si on veut former les citoyens aux techniques militaires, moi, je serais partisan que ça soit plutôt dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire former les citoyens aux techniques militaires pour que si demain ils se retrouvent face à un état despotique, tyrannique qui s'en prend à eux, ils puissent s'organiser pour riposter, pour se défendre. Voilà, ça devrait être ça l'esprit. Ça devrait être encore une fois de former des hommes libres, pas de la chair à canon. Former des hommes qui soient capables de se défendre par eux-mêmes et de faire respecter leur liberté et leur souveraineté en tant qu'individu. Ça devrait être ça l'état d'esprit derrière. Et ça ne devrait pas permettre de mobiliser des gens en temps de guerre. Ou alors ça peut aussi être pour former des gens, par exemple, à survivre à un attentat, à survivre à un enlèvement, survivre à une prise d'otage, ce genre de choses. Là, ça peut être pertinent, mais pas pour former de la chair à canon. Donc, en gros, je ne suis pas contre l'idée d'un service civique ou même d'un service militaire pour les jeunes, mais pas sous ce régime-là. Actuellement, là, je suis opposé à l'idée d'un service militaire, parce que sous le système actuel, sous le régime actuel, on sait très bien que le jour venu, ça servira à envoyer des jeunes comme chair à canon pour mourir pour les intérêts de ce système. Donc, je ne peux pas être pour, je suis opposé à ce principe. Voilà. Alors, il y a des personnes qui vont me dire... Il y a des personnes qui vont me dire oui, mais alors le problème c'est que en appliquant ton idée sur la conscription sur la base du volontariat, le problème c'est que si l'armée qu'attaque en face, eux ils font la conscription obligatoire pour tout le monde, bah t'es forcément perdant. Il y en a qui vont me dire ça, il y en a qui vont me dire en gros s'il y a une asymétrie, si l'autre en face il n'a pas autant de scrupules que toi, t'es forcément perdant. Alors je vais répondre deux choses. Premièrement, si mon système ne se trouve pas assez de défenseurs par lui-même, s'il n'est pas capable par lui-même de susciter des forces de mobilisation pour se défendre, c'est que mon système est mauvais. Ça prouvera empiriquement que ce que je suis en train de défendre, c'est de la merde. Et à ce moment-là, oui, en fait, ça poursuit ma logique. C'est-à-dire que ce qui n'est pas efficace, qui n'est pas viable, disparaît. Donc effectivement, si ce que je suis en train de dire c'est de la merde, le jour où la situation se présentera, mon système il sera écrasé par celui qui applique la conscription obligatoire. Et la deuxième chose que je voulais vous expliquer, c'est... Alors attendez, j'ai besoin de rechercher un truc. Donc voilà, c'est que on peut considérer que la fin justifie les moyens. Je suis d'accord, pourquoi pas. C'est-à-dire que si un ennemi ou un concurrent utilise des outils, il y a une forme de naïveté dans le fait de s'en priver, pour des raisons éthiques, parce que vous serez forcément désavantagé. Mais le problème, c'est que ça, c'est valable d'un point de vue individuel. Si on parle et aussi si on parle de paramètres qui n'impliquent pas d'êtres vivants, et notamment d'êtres humains. C'est-à-dire que s'il y a un ennemi qui m'attaque moi avec un flingue, je serais bête de me dire j'utilise pas de flingue parce que c'est pas dans mes principes.
Là, bah, forcément, je suis perdant. Par contre, au niveau collectif, c'est complètement immoral d'utiliser les autres, des individus qui n'ont rien demandé, pour les utiliser comme un simple moyen, surtout si c'est au prix de leur vie. Donc, voilà, sinon ça reviendrait à si quelqu'un veut me tuer, j'utilise mes proches comme bouclier humain. Je peux pas faire ça, c'est inhumain. Donc, même si effectivement je peux être désavantagé si je ne pratique pas la conscription face à un ennemi qui la pratique, ça n'en reste pas moins immoral de forcer des gens à aller se battre contre leur gré. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon point de vue. Et donc, c'est en ça que la guerre moderne elle est absurde, c'est qu'en fait, on envoie des gens au casse-pipe, des gens qui n'ont rien demandé, qui sont très éloignés de ces préoccupations-là, et on les envoie à la boucherie. Et en plus, les guerres modernes sont de plus en plus barbares, hein, parce que autrefois, on avait des guerres qui étaient assez rangées. On se souvient par exemple des batailles napoléoniennes, où vous aviez voilà, une armée contre une armée, ils se rentraient dedans, et puis à la fin on compte les morts, voilà, tout simplement. C'était déjà une boucherie, mais il y avait une forme d'ordre, on va dire. Enfin, c'était pas trop chaotique. Là, ça a commencé à vraiment partir en sucette, avec l'industrialisation de la guerre. Et on a pu le constater avec les deux guerres mondiales, notamment. Première guerre mondiale, donc avec notamment tout ce qui est obus, tout ce qui est hypérite, le gaz moutarde, les gaz de combat, qui sont particulièrement barbares, qui ont créé des boucheries comme on n'en avait jamais vu auparavant, hein, les gueules cassées, les personnes qui sont mortes asphyxiées par les gaz, etc. Des personnes qui sont restées handicapées toute leur vie en revenant du champ de bataille. Donc ça, c'est l'industrie au service de la guerre, c'est ça que ça a généré. Et ensuite, avec la Seconde Guerre mondiale, on a vu encore une autre chose, et là, c'est là que quelque chose de particulièrement inhumain est né, c'est qu'on a commencé à prendre les civils pour cible. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, donc déjà la Seconde Guerre mondiale, on a eu à peu près, il y a eu énormément de morts parmi les civils, autant, si ce n'est plus, que parmi les militaires, je dirais. Et ensuite, ça s'est généralisé. La Seconde Guerre mondiale, vous avez, premier exemple, vous avez Hiroshima et Nagasaki, les bombes atomiques. On atomise des populations de civils qui n'ont rien demandé. Vous avez les bombardements alliés sur Dresde, sur Hambourg, même en France, hein, sur la ville de Caen, par exemple, Le Havre, etc., qui ont été bombardés par les Alliés. Et c'était particulièrement inhumain, parce qu'en fait, on utilise le fait de frapper les civils pour terroriser l'ennemi. Donc on utilise encore une fois les civils comme un simple moyen. On considère que c'est acceptable de tuer des milliers, voire des millions de personnes pour gagner une guerre. Et ça, je trouve ça particulièrement abject. Et c'est devenu une très mauvaise habitude par la suite. Hein, quand on a commencé à balancer du napalm sur des civils pendant la guerre du Vietnam, par exemple, à partir de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est généralisé, notamment de la part des Américains, de systématiquement bombarder des civils, de s'en prendre à des populations qui n'avaient rien demandé pour terroriser l'ennemi. Et donc on arrive vers une forme de guerre qui est particulièrement abjecte. Et on peut d'ores et déjà imaginer que s'il devait y avoir une troisième guerre mondiale opposant les pays membres de l'OTAN à la Russie, ça serait une boucherie encore bien pire, hein, puisqu'on a affaire à des puissances nucléaires. Vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui va utiliser sa bombe nucléaire, et ça va donner un drame sans nom, vous voyez. Et on dirait que ça, ils s'en foutent. Voilà. Et c'est en ça aussi que la guerre moderne est absurde, c'est qu'elle ne cible même plus que les soldats, elle cible même les civils, même ceux qui sont à l'arrière, ça veut dire même les femmes et les enfants et les vieillards, quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose de terrible. Et sur ces mots-là, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette partie. J'ai traité à peu près tout ce que je voulais traiter dans celle-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à déposer un commentaire pour exprimer votre avis, hein. Vous pouvez être en accord ou en désaccord avec moi, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Je vous invite à déposer un j'aime, à partager cette vidéo, et bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.